Bonsoir, bienvenue à notre cours de droit et justice sociale de l'Université d'Ottawa, qui est en partenariat avec le Centre de recherche et d'enseignement des droits de la personne de l'Université d'Ottawa. Nous avons organisé une conférence internationale sur les projets constitutionnels du Chili et nous avons une question à résoudre ce soir. Que deviendra-t-il avec la justice sociale au Chili? C'est une conférence internationale avec des invités internationaux qui viennent du Chili, mais aussi des experts dans des affaires de l'Amérique latine. Alors, pour aujourd'hui, nous avons une conférence en version bimodale, c'est-à-dire nous avons des personnes qui nous écoutent en ligne à travers de les Amériques. Et nous avons une salle de classe ici à l'Université d'Ottawa dans les cours de droit et justice sociale. Alors, nous donnons la bienvenue à tous nos invités ainsi qu'à tous les participants qui nous écoutent en salle de classe et dans toutes les Amériques. Pour aujourd'hui, nous avons deux invités qui viennent directement du Chili, Juan Paulo Glasinovic et Claudio Herrera, qui se trouve à ce moment-ci à Santiago du Chili. Et nous avons aussi un autre professeur expert dans les affaires des Amériques latines, ici à l'Université d'Ottawa, professeur Pierre-Gilles Bélanger. Alors, je voudrais remercier à tous les partenaires qui ont participé à l'organisation de cette conférence internationale, au Centre de recherche et enseignement sur les droits de la personne et à son équipe, sa direction et toute l'équipe qui participe de cette activité pour qu'elle soit partagée à l'échelle planétaire. Alors, sans attarder le commencement de cette activité, je vais inviter à Maître Pierre-Gilles Bélanger qui va modérer l'activité, à faire la présentation de nos invités qui se trouvent à Chili. Et avant qu'il commence, je vais donner des petites instructions. Pour le public qui se trouve en ligne, vous pouvez, dans les questions et réponses QA, écrire vos questions pour nos invités. Et je vais m'en charger de faire en sorte que les questions soient adressées aux experts. Les étudiants en salle de classe, ils peuvent participer directement ici, simplement lever la main et on va les offrir un microphone pour qu'ils puissent poser la question. Avec cette instruction sur la procédure, nous allons commencer alors avec l'introduction de la part de Maître Pierre-Gilles Bélanger. C'est à vous la parole. Merci, Dr. Ovalle. Merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir ici dans la classe, les téméraires qui, malgré la tempête de neige, vous êtes présents, et à vous tous à l'extérieur, au Canada et probablement au Chili également. Merci beaucoup d'être là. Comme l'a dit le Dr. Ovalle, c'est une activité conjointe avec l'Université d'Ottawa, le Centre d'enseignement et de recherche des droits de la personne, et aussi une des premières activités de la plateforme Justicia y Democracia en las Américas, la plateforme Justice et démocratie dans les Amériques. Je vous invite à tous les étudiants qui sont présents à regarder après le cours. Je vais vous en parler un petit peu plus longuement, mais c'est une plateforme qui rassemble finalement des chercheurs, des académiciens et aussi des acteurs judiciaires qui s'intéressent à l'accès à la justice et une plus grande justice dans les Amériques et à comparer, à établir un dialogue vraiment horizontal avec l'Amérique latine plutôt qu'avoir une sorte de dialogue du Nord et du Sud de façon verticale. Donc, on veut développer et aller voir les aspects de la force du droit et aller chercher dans les autres champs que seulement le juridique pour pouvoir améliorer le monde juridique dans nos Amériques. Donc, on vous invite à y participer. C'est une de ces activités-là ce soir. Alors, sans plus tarder, je vais vous présenter
Juan Pablo Glasinovic Vernon, qui est avocat de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Il est titulaire d'une maîtrise en sciences politiques de la même université et d'une maîtrise en Asie du Sud-Est de l'Université de Londres School of Oriental and African Studies. Il est actuellement directeur général de la Chambre de commerce chilienne-péruvienne. Ceux qui s'intéressent un peu au Pérou en ce moment, ça brasse un peu, comme vous le savez. Conseiller librement élu de la Chambre de commerce nationale du Chili et professeur de la maîtrise en relations internationales de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Je le souligne, la Universidad Católica de Valparaíso sera bientôt un des grands partenaires avec la Faculté de droit civil pour nos fameux cours d'été avec l'Amérique latine. Et encore, vous pouvez y participer, c'est fin juillet, début août. Il est chroniqueur pour les journaux électroniques El Dinamo et El Mostrador sur les questions internationales et possède un blog dans ce domaine. El Internacionalista del Fin del Mundo, l'international de la fin du monde, ou à la fin du monde pour être plus précis. Il a précédemment occupé divers postes et fonctions, notamment membre des services extérieurs comme diplomate aux affaires étrangères du Chili, directeur de la coopération internationale au ministère public, c'est le procureur général, al Ministerio Público, Fundación Imagen de Chile, observatoire astronomique allemand, même si c'est un homme très terre-à-terre, Chambre de la construction du Chili, et j'en passe. Notre autre expert en la matière, Claudio Herrera Harpa, j'espère que je le prononce bien, mais son curriculum vitae est très long, donc je vais tenter de le résumer et le traduire ici. À ce jour, il est directeur du département de droit privé de la Facultad de Derecho Universidad de Santiago de Chile. De 2017 à ce jour aussi, professeur introduction au droit, justice transitionnelle de cette même université, et je le souligne parce que vous allez voir pourquoi plus tard. 2015 à ce jour, assesseur juridique au secrétaire des directeurs du Musée de la mémoire et des droits de la personne du Chili. Très beau musée, très important musée aussi, qui remémore les souffrances et les moments importants de la dictature au Chili. Il faut vraiment le visiter. De 2002 à aujourd'hui, collaborateur du secrétariat international socialiste à Londres. 2015-2017, exercice professionnel dans pratique privée chez Insulsa Associados. 2013-2015, même chose chez Vieira Gallo. Et en 2011-2013, avocat, assesseur tribunal constitutionnel. Ceux qui s'intéressent aux tribunaux constitutionnels, c'est intéressant parce que nous n'avons que la Cour suprême, eux, ils ont la Cour suprême et le tribunal constitutionnel pour soulever ces questions constitutionnelles. Avec le ministre juge José Antonio Vieira Gallo. 2011-2012, secrétaire exécutif de la commission du projet de desarrollo, de développement institutionnel à la Faculté des sciences juridiques et sociales de l'Université du Chili, notre autre partenaire pour le cours d'été, très important partenaire avec nous, l'Université du Chili. 2010-2011, ici, je vais le dire assez vite, il y a la commission Valech numéro 2 et plus tard, avant ça, la commission de Valech numéro 1. Cette commission est très importante parce qu'il a été secrétaire exécutif, assesseur juridique aussi, sur la qualification des détenus, des disparus, des exécutés politiques, des victimes de prison, de la torture, etc. Vous savez, pendant la dictature et après dictature, alors il y a eu 2 commissions de la vérité comme ça au Chili. Alors, très important, et ça continue. Je vais m'arrêter là pour l'instant. Et avant de leur laisser la parole, je vais quand même leur poser une question et je vais tenter de vous mettre en contexte pour 4 minutes environ, 3 minutes, encore moins. Je ne suis pas chilien, donc ce n'est pas à moi de vous expliquer plus en détail. Alors, en ce moment, c'est très important qu'est-ce qui se passe au Chili parce que, après une situation où on pensait vraiment qu'il était pour avoir une constitution, il y a eu un référendum et ça n'a pas marché. In extremis, récemment, à la fin de décembre, les partis politiques, la majorité des partis politiques adoptent une nouvelle façon pour aller de l'avant avec une nouvelle constitution au Chili et le Congrès, au début de janvier, la semaine passée, entérine ce processus-là. La première question est la suivante.
Vous savez tous qu'après, peut-être vous l'avez entendu dire, après l'annonce de la hausse des prix du métro au printemps de 2019 au Chili, de grandes manifestations commencent à arriver au Chili. Pas juste à Santiago, pourtant c'est juste là qu'est le métro, mais un peu partout. Donc, ça démontrait d'autres choses. Ça dénotait une lassitude générale, surtout face à l'inégalité sociale. Le président et multimillionnaire Sébastien Piñera de l'époque devint emblématique de cette inégalité parce que millionnaire, mais il avait déclaré l'état de guerre comme solution au chaos. L'état de guerre est assez important de mentionner ça parce que dans un pays où il y a eu la dictature, de parler d'état de guerre, ça remémore des choses. L'idée de changer la constitution héritée de l'époque dictatoriale est alors réapparue, et le réapparu est important. Ce n'est pas la première fois. Rien ne laissait présager qu'après un référendum en avril 2021 où 78 % des votants avaient approuvé qu'une assemblée citoyenne rédigera une nouvelle constitution. Le 4 septembre 2022, cette proposition est rejetée par plus de 62 % de la population. Qu'était-il arrivé soudainement, en moins d'un an, des changements espérés par plus d'1 million de marcheurs pacifiques dans les rues de Santiago, 1 million de personnes dans les rues qui marchaient pour un changement? Alors, c'est ma première question. Qu'est-ce qui est arrivé pour avoir eu un rechazo, un rejet aussi important? La première question est posée à Juan Pablo Glasnovic. Vous avez 10 minutes pour y répondre et donner votre opinion. Merci, Juan Pablo. Bonsoir à tous. Enchanté de partager avec vous cette conversation et l'invitation de l'Université d'Ottawa. Nelson aussi, merci beaucoup. À tous ceux qui participent présentiellement et online. Bon, d'abord, une petite réflexion. C'est toujours... Bon, je suis chilien, donc j'ai vécu tous ces événements et parfois on manque de distance pour avoir une opinion ou pour juger une situation. Mais quand vous m'avez invité, j'ai commencé à réviser des écrits que j'ai faits en octobre 2019 et après 2 mois en janvier ou décembre, je ne me rappelle pas, de mes impressions de ce qui s'est passé à ce moment. Alors, en allant à la réponse, une réponse simple et rapide. Pourquoi les Chiliens ont dit non à ce projet de constitution? Parce que c'était refonder le pays. Ça, c'est la réponse directe, rapide et facile. Et les Chiliens ont vu que ce qu'on leur présentait dans ce projet constitutionnel, c'était un saut dans le gouffre. C'était quelque chose complètement différent de tout ce qu'on avait vécu auparavant, des autres expériences constitutionnelles. Il y avait des transformations réellement qu'on n'avait jamais pratiquées et on ne savait pas qu'est-ce que ça allait donner. Alors, je pense que les gens ont dit, non, on ne peut pas faire ce saut, disons, on veut réformer, mais on ne veut pas refonder le pays. Et mon impression, vraiment, que si on aurait approuvé ce projet constitutionnel, le Chili, comme on le connaît, serait terminé. Parce qu'il y avait un tas de normes, d'idées qui auraient été mises en pratique immédiatement et qui auraient transformé radicalement la géographie du pays en termes politiques, sociaux et culturels. Mais bon, ça c'est la réponse. Alors il faut aller un peu en arrière pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Le octobre 2019, il y a eu ce qu'on appelle cet estallido social, cette explosion sociale. Et vraiment, tout le monde on a été tous surpris parce que comment dans une démocratie, soudainement, un jour, le jour suivant, tout le monde, on commence à brûler les stations de métro, saccager les supermarchés, brûler des églises, etc. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Disons, dans une démocratie,
où les gens sortent avec une violence inouïe. Et on peut comprendre ça peut-être dans une dictature où on est au bord d'une guerre civile, mais dans une démocratie, cette réaction si violente est inexplicable en premier lieu. Après, on commence à analyser, bon. Et alors, là vient mon opinion. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il y a plusieurs raisons, bien sûr, de cette explosion sociale. Une, c'est que, en termes économiques, les 10 années précédentes étaient, ou les 8 années précédentes étaient d'une croissance assez basse en comparant avec la période antérieure. Alors, il y avait beaucoup d'expectatives une classe moyenne qui avait grandi énormément, qui voyait comme il y avait des difficultés à continuer avec la croissance, de pouvoir améliorer leur vie, et surtout les jeunes. Alors, ça, c'est une raison économique et aussi la différence de salaire, différence de possibilités, etc. Alors, ça commence à produire une frustration dans beaucoup de personnes qui avaient accédé à l'université, première génération, etc., mais qui avaient des difficultés croissantes à trouver du travail, de mauvaise rémunération. Alors, une raison économique. Une raison politique, on ne peut pas comprendre qu'au Chili, pendant 16 ans, on a eu 2 présidents qui ont alterné. C'est Michelle Bachelet et Sebastián Piñera. Ça démontre qu'il y avait quelque chose d'anormal. Comment on ne peut pas renouveler nos représentants, disons. Alors, on passe d'un président, après, c'est comme un cercle avec la danse des chaises. Alors, ça, c'est un symptôme de quelque chose qui ne marchait pas. Et parce que la classe politique était, je pense, chaque fois plus isolée de la réalité des Chiliens et avec leur dimension, disons, différente. Et en parallèle, on commence à voir, par exemple, dans les universités, dès la fin des années 90, dans les syndicats, dans les chambres, dans les organisations de la société civile en général, une tendance à la gauche, et pas la gauche traditionnelle, mais la gauche radicale. Et ces gens-là, ils commencent des fédérations d'étudiants, des syndicats, ils commencent peu à peu à influencer, à marquer le discours politique en disant que tout ce qui se passait au Chili, disons que le Chili avait besoin d'une transformation importante, qu'on ne pouvait pas continuer comme ça, que tout ce qui s'était passé, c'était, disons, une transition qui avait échoué parce qu'on avait renoncé à un tas de choses, il n'y avait pas de justice, etc. Alors, ce discours-là a commencé à permettre dans la classe politique. Et aussi, on a fini avec le vote obligatoire. Au Chili, disons, il y avait un vote obligatoire. On l'a déclaré volontaire. Alors ça, ce qui s'est passé, c'est que moins de 50% des Chiliens commençaient à voter aux élections. Et ce 50% qui votaient, c'était bien sûr les gens qui étaient plus involucrés et qui avaient leurs idées politiques, disons, tendance à la polarisation, plus à la gauche, plus à la droite. Et les gens l'autre 50%, c'est disons le peuple silencieux qui a laissé passer ces gens qui commençaient à se polariser, radicaliser. Et il y avait une question constitutionnelle, bien sûr, qui avait déjà été introduite par la présidente Bachelet dans son second gouvernement. Elle sentait qu'on devait avoir une nouvelle constitution parce que la constitution antérieure qui avait été imposée en dictature, mais qui après avait été réformée de multiples opportunités et transformée radicalement aussi, disons. Mais il y avait toujours ce problème d'origine, d'illégitimité. Et bon, alors, il y avait cette nouvelle génération de millennials qui venaient des fédérations d'étudiants, qui sont passés à la politique formelle et qui ont, c'est intéressant de faire un parallèle avec ce qui se passait dans les années 60, parce que ces étudiants-là, ces gens qui sont actuellement au gouvernement, le président Gabriel Boric, Giorgio Jackson, un tas de ministres,
ils ont une connexion avec l'esprit des jeunes des années 60. Ce qu'ils voulaient, c'est une révolution. C'est l'élite, parce que c'est pas, à l'exception du Parti communiste, où il y a, disons, de tout, toutes ces personnes de ce qu'on appelle le Frente Amplio, c'est une confédération de partis de gauche, beaucoup d'eux à la gauche du Parti communiste, sentaient que le Chili était mûr pour une révolution. Alors ça, c'est ce qui explique ce qui s'est passé de la violence de ce 18 octobre de 2019 qui persiste jusqu'à maintenant. C'est parce que la violence politique a été acceptée et on la considère légitime pour faire des changements qu'on dit que la démocratie formelle n'a pas pu résoudre. Alors ça, on a introduit ce facteur qui explique en partie ce qui se passe en matière de sécurité maintenant au Chili, parce qu'il y a eu une alliance aussi, quand tu disais qu'il y avait 1 million de personnes qui ont protesté, des manifestants pacifiquement, c'est vrai, mais malheureusement, la violence a terminé en capturant tout ce qui s'est passé et a forcé, parce que sinon on pensait qu'on pouvait arriver à une guerre civile, a forcé à cette annonce qu'on allait avoir la possibilité de réformer la Constitution. Parce que la Constitution, initialement, ce n'était pas le sujet principal, mais elle est devenue, disons, l'étendard de tout ce monde qui voulait changer le Chili en disant que ces années avaient été néfastes. Je termine une minute, non? Pour savoir, si? Bon. Alors, il y a un tas de choses à dire, mais la convention a été intégrée majoritairement par des identités particulières qui n'ont pas eu une vision d'un pays où il fallait d'une continuité de pays, mais qui voulaient commencer de zéro. Alors, je simplifie la question, mais dans toutes les matières de décentralisation, genre, nature, etc. Et alors, ils ont proposé quelque chose qui n'a pas été expérimenté au Chili. Et bon, les gens ont eu peur. On dit, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est pas mon pays. C'est quelque chose, c'est une constitution de 400 articles. C'est plutôt un monde imaginaire à lequel aspiraient ces gens-là, mais qui ne représentait pas le Chilien moyen qui voulait améliorer sa condition, mais pas dans un saut à l'espace. Bon, ça, c'est pour première réponse rapidement. Merci. Merci beaucoup. J'invite les gens à l'extérieur ou ici d'écrire vos questions pour ne pas oublier, parce que les questions, on va inviter les questions seulement à la fin, OK? Mais pour ne pas oublier, si vous avez des bonnes questions, puis aucune question toutes les questions sont bonnes. Hein? Bon, muchas gracias, Juan Pablo. Claudio, à toi. La même question. Pourquoi ce rechazo? Bon, merci Pierre-Gilles, Nelson, merci aussi à l'Université d'Ottawa, merci aux étudiants qui sont présents et aux gens qui nous accompagnent en ligne. Bon, c'est une grande question. Je veux pas un peu me répéter sur les propos de Juan Pablo. En général, je partage beaucoup la description qui vient d'être faite par Juan Pablo. Mais vraiment, pour se mettre en situation la semaine ou les jours de ces événements, fin 2019, c'est vraiment à un certain moment pour un facteur qui a été le déclenchant, que c'était la hausse du prix du ticket de métro et de transport public, disons. C'est déclenchant qui a donné lieu à une grande protestation sociale à ce moment-là, qui, je me permets de dire que c'est contre les abus en général. On a connu les années qui, juste auparavant les événements, beaucoup de situations dans les médias, dans les débats politiques, beaucoup de situations qui avaient en quelque sorte une identité commune, qui c'était l'abus du système, si je peux parler comme ça, sur les citoyens chiliens. Ça veut dire
le système le système de santé, les pharmacies, les grandes chaînes alimentaires, tout cela ont connu beaucoup de situations et de scandales de collusion, de se mettre d'accord pour toujours approfondir leurs profits et toujours un peu contre les droits du citoyen, disons. Bon. Et si je peux faire simple. Et tout cela aussi avec ce qui dit Juan Pablo, une situation économique qui, depuis un lustre, était beaucoup moins puissante de ce qu'on a connu pendant les premières années de la transition démocratique à partir de 1990. Et à ce moment-là, et en plus, l'université payante, la santé payante, les retraites baissent, ça veut dire un peu, en simple, hein, que la grande promesse faite par le système, disons, entre guillemets, néocapitaliste, n'a pas vraiment donné ses fruits à tout le monde. Et une grande concentration de la richesse et une inégalité croissante dans la population. Et les gens se sont jetés dans les rues, tout d'abord les étudiants, mais les familles les ont suivis. Moi, en moins, je suis sûr que Juan Pablo peut-être aussi. Moi, j'étais à la Place Italia le jour des grands manifs pour voir et pour soutenir quelques réformes qu'on demandait. Et à un certain moment, la situation est devenue en quelque sorte incontrôlable. Quand la violence se fait pas, surtout ce qu'on appelle la première ligne, mais ce n'est pas dans les grands manifs, c'est un peu après. Et je te dirais que le pays était un peu figé, congelé, figé, oui. Dans la Place Italia, on ne pouvait pas, que c'est les centres neuralgiques de Santiago, on ne pouvait pas vraiment bouger. Et à un certain moment, le président Piñera, vraiment, il n'a pas déclaré l'état de guerre. Hein. Il a dit, on est en guerre, que c'est bien différent à déclarer l'état de guerre, si je peux te corriger, Pierre-Gilles. Et à ce moment-là, on a eu deux grandes réponses dans les pôles. D'une part, on a une réponse de l'extrême gauche, parmi quelques idéologues, leaders d'opinion, etc., qui sentaient que le moment, c'est un moment de ce qu'on appelle en termes gramsciens, pré-révolutionnaire, et qu'il fallait attendre et voir si la révolution vient ou pas, pré-révolutionnaire. C'est pour cela, parmi d'autres choses, que je pense que le PC n'a pas voulu signer l'accord qui a déclenché le processus de nouvelle constitution. Et de l'extrême droite ou des groupes plus conservateurs, c'était pour eux surtout une question d'ordre public, qu'il fallait vite remettre l'ordre parce que sinon ça va déborder. Et on n'a pas fait ni l'une ni l'autre, mais les manifs continuaient, pas seulement à Santiago, dans toutes les grandes villes du Chili. Et la question constitutionnelle, en quelque sorte, est venue être une sorte de réponse un peu magique, je dirais, qui a permis à la politique de reprendre un peu le règne du procès. Quand on allait à la Place Italia, personne ne demandait une nouvelle constitution. On demandait fin au système de retraite privé, fin au système de santé privé, fin au gouvernement Piñera. Pas seulement contre Piñera, et je pense que c'était contre tout gouvernement. Il y avait une sorte de humeur réfondationnelle. Et à un certain moment, les forces politiques, plus un grand arche, mais qui a laissé aux extrêmes dehors, je dirais, a repris la main à travers l'accord constitutionnel qui, comme tu le souvenais très bien, Pierre-Gilles, a obtenu, n'est-ce pas, presque 80% de voix dans un référendum d'entrée. Et qui a permis tout cela en plus en pleine pandémie. C'était très difficile et aller voter. On a changé le vote et on a changé de nouveau. On est revenu au vote obligatoire pour ces élections. Bon. Et on a mis en place l'Assemblée. Il faut dire, Juan Pablo l'a un peu souligné, mais il faut dire que notre convention était formée par 155 conventionnels. C'était une convention assez diverse. C'est la première fois qu'on a eu vraiment un système absolument paritaire, hommes et femmes, avec des quotas des peuples originaires, avec une certaine force dans les listes des indépendants, des forces sociales. Ça veut dire ça a changé un peu
la politique classique en plus. Les grands partis ont été, si on peut le dire comme ça, les grands perdants dans la convention. C'est une convention absolument nouvelle en termes de force politique et en termes aussi de propositions politiques. Et ça, les peuples originaires, les femmes, les mouvements sociaux, et les partis politiques classiques, mais aussi les forces émergentes, ce qui a donné lieu à un processus qui a duré 1 an. C'était à l'origine 9 mois, mais 9 mois avec la possibilité d'avoir 3 mois de plus. On a pris l'année au complet. Et ça a donné lieu à une constitution de presque 400 articles. On l'a raccourci un peu avec une commission d'harmonisation, mais qui avait un peu, c'est une très longue constitution qui avait des nouveaux droits, des nouvelles déclarations et des nouveaux principes. Et un peu, il y en a beaucoup qui sont un peu dans des différentes directions. Et je pense que ce qui s'est transmis à la société chilienne, c'est une certaine sensation, un certain sentiment de désordre dans le fonctionnement de la Convention, et d'introduire quelques institutions ou principes qui étaient en quelque sorte différents au Chili traditionnel et au Chili, si on peut parler comme ça, réel, disons par exemple, il y a quelques sujets qui sont très emblématiques sur ce point. Par exemple, la plurinationalité. À un certain moment, même les groupes plus avant-gardistes ont dit non, on n'est pas plurinationaux, on est multiculturel, que c'est différent, par exemple. Mais il y en a quelques sujets comme la plurinationalité, par exemple, parmi d'autres, qui ont été vraiment le point de clivage entre ces différentes visions. On a, par exemple, en plus, pendant les 2 ans de la pandémie, il y a beaucoup de choses qui se sont passées qui ont affecté directement le fonctionnement et le produit de la Convention. Par exemple, il y a beaucoup de conventionnels, et on l'a inscrit comme ça dans la Constitution, qui croyaient, ou au moins on l'a proposé à un certain moment, qui croyaient, par exemple, dans la migration comme un droit humain, le droit humain à migrer. Et cela, évidemment, ouvrait beaucoup l'immigration qui était déjà ayant un grand poids au Chili. Et le changement du système des pensions au Chili, c'est presque majoritairement à présent privé. Et quelques secteurs de la droite, mais aussi de la gauche, ont souligné beaucoup le fait que le fonds des pensions étaient des fonds privés, à une finalité particulière, c'est vrai, mais que c'était des fonds privés, et que le nouveau texte viendrait exproprier ce fonds privé pour faire un grand fonds public pour les retraites. Bon, tout cela, et à la fin, c'est un processus qui a donné lieu à un changement vraiment radical, d'un début de 80% d'appui dans la population à la fin de 38. C'est vraiment en termes de chute de popularité, c'est incroyable. Mais je pense que parmi beaucoup d'autres éléments, ce sont un peu ces éléments qui ont opéré. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, on est avec beaucoup de traumatismes qui sont laissés par la Convention sont présents dans le nouveau processus. Par exemple, toute l'image des experts, on rediscutera par la suite. Mais les experts, c'est la réponse, en quelque sorte, à une grande questionnement de la société chilienne vis-à-vis notre ancien processus qui n'avait pas des experts. Par exemple, parmi d'autres, on peut c'est là pour une première grande table. Et dire, avant si j'ai 1 minute de plus, et dire que pour nous, en tant que Chiliens, si je peux sonner un peu chauvin, mais c'est un peu la continuité du long processus qui démarre aux années 60, qu'on se veut toujours un peu le cochon d'Inde des grandes expériences internationales avec le gouvernement Allende en premier lieu, comme un projet de mettre un gouvernement marxiste dans le gouvernement par la voie démocratique, par la suite avec le gouvernement des militaires comme le projet de transformation néolibérale. Après, on a un peu le sentiment, à partir de l'année 90, d'avoir fait une transition exemplaire, ordonnée, pacifique, tout en reconnaissant les violations des droits de l'homme.
Et maintenant, on a un peu le sentiment d'être aussi dans les regards de tout le monde pour essayer d'en entamer, de bien finir avec notre moment constitutionnel. Avait expliqué de manière contextuelle cette question posée par Pierre Gilles, selon laquelle pourquoi il y a un changement dans l'opinion chilienne, une opinion au départ très favorable à une réforme constitutionnelle, et finalement, quand le texte était présenté, l'opinion était de l'autre côté, plutôt de refuser la réforme constitutionnelle. Mais j'ai vu vous inviter à revenir un peu, pas nécessairement sur l'aspect purement juridique constitutionnel, mais surtout sur les éléments plus politiques et économiques. Vous avez quand même indiqué qu'en octobre 2019, et tout le monde accepte qu'il y a eu plus d'1 million de manifestants qui sont sortis à la rue à protester pour différents motifs, mais grosso modo parce que la promesse de la bonne qualité de vie que le système économique et politique offert aux Chiliens n'était pas au rendez-vous. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de Chiliens qui se sentaient délaissés, qui ne pouvaient pas bénéficier de bons services de santé, de bons services de pension de retraite, des systèmes de transport très chers, le cas du métro, la difficulté d'accéder à l'éducation pour beaucoup de jeunes et d'avoir des opportunités de travail. Alors, ma question est, comment est-ce qu'au Chili, les Chiliens qui ont manifesté sont laissés embarquer dans un projet constitutionnel qui était présenté comme la solution proposée par la classe politique, et on laissait tomber l'idée initiale du départ, parce que l'idée initiale du départ des manifestations d'octobre 2019, c'était plutôt pour une amélioration des droits économiques et sociaux de la population, mais finalement, on tombait dans une discussion des droits politiques. Comment est-ce qu'il y a eu ce revirement et pourquoi, après déjà presque 4 ans, le système politique a tourné en rond, mais n'a donné aucune solution? Juan Pablo. Bon, Nelson, merci pour la question. Tu m'entends? Juan Pablo, m'entends-tu? Si, je t'entends. Oui, on peut rajouter à cette question-ci, en d'autres mots, mais c'est un peu la question aussi, les autres raisons que vous n'avez pas touchées pour expliquer le rejet aussi, en quelques minutes. Oui, bon, effectivement, les motivations des manifestants et d'une vaste majorité des Chiliens étaient fondées en des raisons de, comme a dit aussi Claude, d'abus, de vouloir améliorer leurs conditions de vie, de pouvoir sentir qu'ils pouvaient progresser, et la Constitution n'était pas un sujet principal. Mais quand la situation a commencé à déborder et à perdre le contrôle, parce qu'une des raisons des gens qui voulaient, parce qu'il y a des gens qui, il faut le dire, il y a un secteur radical de gauche qui voulait et qui veut, mais maintenant ils n'ont pas, disons, le soutien, mais qui voulait faire la révolution. Et pour eux, une excuse de cette révolution, c'était qu'il fallait transformer le pays, et le pays ne pouvait pas être transformé s'il n'avait pas de changement constitutionnel. Alors, disons, le système, pour pouvoir survivre, a dit, bon, qu'est-ce qu'il faut leur donner pour tranquilliser, disons, pour éviter ou ne pas leur donner la raison pour continuer à justifier ces manifestations violentes et d'appuyer la violence, etc. C'est bon, on va aller alors réformer la Constitution. Alors, c'était une transaction où pour récupérer la paix sociale, le secteur, les politiciens en général ont dit, bon, sauf les extrêmes, ils ont dit, bon, alors c'est la Constitution qu'on va réformer. Mais vraiment, les gens, ce qu'ils veulent, c'est toujours, et maintenant, si on regarde les enquêtes,
disons, la réforme constitutionnelle occupe une place secondaire. Ce que les gens veulent maintenant, en premier lieu, c'est sécurité, c'est l'économie, la santé, l'éducation. Et ce qui revient aux 4 années, disons, du début de ce processus. Alors, et aussi on combine les Chiliens, et je pense que c'est un héritage, disons, de latin, des Espagnols et des Français, mais au Chili, c'est exacerbé. On pense que tout peut être solutionné avec des lois, avec une constitution. Alors, la classe politique et des gens, de certains secteurs de la classe politique pensent qu'avec une constitution, c'est une recette magique pour transformer, pour arranger tout. Mais on sait que ce n'est pas comme ça. Tu peux avoir une constitution merveilleuse avec plein de droits, mais qui est inapplicable, on ne va pas améliorer les conditions de vie avec une constitution, mais c'est installé comme ça. Il faut sortir de ce cercle parce que on peut pas avoir un développement économique, on peut pas avoir des discussions de futur si on n'a pas résolu cette question. Alors, c'est une épine, c'est une blessure qui doit être abordée pour pouvoir continuer avec les autres choses. Oui, si je peux me permettre, je suis de nouveau d'accord avec Juan Pablo. Il y a une autre question. Je dirais que quand on regarde aujourd'hui notre constitution en vigueur, et c'est la constitution de Pinochet de 1980, plus beaucoup de modifications qui sont commencées dans la même période de la dictature pour pouvoir permettre des élections à peu près normales, pour pouvoir avoir des registres électoraux, pour pouvoir mettre tous les partis politiques dans le jeu politique, etc. Ils se sont développés par la suite pendant la transition démocratique à partir de 1990 jusqu'à la fin, en 2005, en plein gouvernement du président Lagos, qu'il a signé, disons, il a signé un grand projet et il a donné au pays en disant ça c'est la nouvelle constitution. C'est une constitution issue en démocratie, c'est une constitution qui peut passer le seuil de principe démocratique. Et pendant quelques années, le pays, les forces politiques, l'académie l'a suivi dans cette invitation. Mais très tôt, après 2005, la contestation, on a commencé à l'écouter, des gens qui disent ça continue à être la constitution de Pinochet. Maintenant, je pense qu'on est obligé à la changer pour une question esthétique d'un côté, symbolique, parce que dans la tête de la grande majorité de Chiliens, c'est la constitution de la dictature, même s'ils sont suffisamment rationnels pour comprendre qu'on l'a rénovée beaucoup de fois, mais c'est la moindre des choses qu'on peut s'attendre, tu vois. Mais ça continue à être la constitution de Pinochet, ça, du point de vue esthétique ou symbolique. Et d'autre part, c'est pas non plus une mensonge de dire que dans la Constitution, et surtout dans quelques éléments d'interprétation constitutionnelle, par exemple dans le tribunal constitutionnel ou dans les cours, il y en a quelques éléments qui permettent de dire que le modèle, je n'aime pas beaucoup le terme, mais le modèle néolibéral qui a été constitutionnalisé par la dictature continue à avoir une certaine vigueur, ou c'est une sorte c'est un fantôme qui est toujours présent, il peut revenir. Pourquoi avoir ces droits dans la Constitution en revenant un peu à la question de Nelson sur les droits sociaux? Parce que c'est différent, c'est pas seulement, à mon avis, déclaratif. Si tu mets le droit à la santé dans la Constitution, tu obliges par la suite aux tribunaux à financer des prestations de santé. Et on voit dans la jurisprudence de notre Cour suprême, dans nos cours d'appellation, de nos cours d'appel, qu'il y a beaucoup de prestations qui sont beaucoup au-delà de ce qui pourrait normalement couvrir le système public, mais qui les juges obligent à l'État à financer des traitements de santé, par exemple, qui sont vraiment très chers et que les gens ne pourraient pas se permettre directement et sans l'appui de l'État. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de droits sociaux qui sont déjà inscrits, pas mal de droits sociaux dans notre actuelle constitution, mais on voudrait aller au-delà. Je pense que le projet qui a été rajouté
aller beaucoup au-delà, mais j'espère, je suppose que la Constitution le procès où on est maintenant fera un peu une moyenne, tu vois. On ira un peu plus loin de ce qu'on a aujourd'hui, un peu moins loin de ce qui s'était proposé par la Convention. Merci, Claudio, merci. Bon, je pense que les gens commencent à avoir des questions naturellement à vous poser, mais avant, on va aller à la seconde partie de notre conférence. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce qui va se passer selon vous? Alors, c'est une double question. Je vais commencer avec Claudio et ensuite de ça, je vais aller avec Juan Pablo. Qu'en est-il aujourd'hui? Ça a été rejeté. Le président Boric propose quelque chose. Qu'est-ce qui va arriver? Pouvez-vous expliquer aux gens qui s'y connaissent un peu moins? Je vais essayer d'expliquer, c'est en tout cas ma propre interprétation et ma propre opinion. Le gouvernement Boric avait beaucoup associé son programme de gouvernement et le succès de son projet de gouvernement à l'approbation constitutionnelle. Et c'est pour cela que, en fait, quelques ministres très importants dans le cabinet Boric, comme le ministre Jackson, a dit que si jamais la Constitution était rejetée, on devait presque fermer à clé. Non, pas exactement. Et c'est pour cela que le gouvernement a eu vraiment une forte gifle le 4 septembre quand 62% de la population a rejeté la Constitution. Et ils ont resté, je te dirais, Pierre-Gilles, quelques bonnes semaines sans savoir beaucoup comment réagir. Ils ont réagi tout d'abord avec un changement de cabinet où aujourd'hui au Chili on est dans un gouvernement qui a un peu deux coalitions. On a une coalition plus à gauche que c'est la coalition originelle du président Boric et on a un deuxième cercle de coalition qui est une coalition plus sociodémocrate. Et où on voit des ministres, et les ministres les plus importants de l'Intérieur, Finances, Affaires étrangères, etc., qui sont des anciens militants du gouvernement de centre-gauche qui ont fait la transition au Chili. La transition démocratique qui était parmi les expériences politiques plus dénoncées par Boric et ses partisans. Bon, mais on a fait ces changements dans le gouvernement. C'est pas facile de jouer avec deux âmes. On a un peu deux âmes. On a une âme qui est un peu plus, c'est beaucoup plus à gauche. Et on a une âme un peu plus modérée. Mais ça, c'est l'exercice du politique et du pouvoir permanent. Mais d'autre côté, Boric, avec le soutien de quelques sénateurs, parce que le projet qui a relancé la réforme vient du Sénat, avec beaucoup d'appui du gouvernement, mais vient du Sénat. Il a relancé le projet en disant à peu près la suivante question. Il l'a dit très tôt après le rejet, le rechazo. Il a dit, bon, c'est vrai, mais on est obligé de continuer à faire le processus et à consulter le Chilien, parce que les Chiliens se sont déjà prononcés à 80% de la population qu'ils veulent une nouvelle constitution. Hein? Et c'est pour cela qu'on n'a pas besoin de faire un nouveau référendum d'entrée. Ça, c'est une thèse. Il y en a d'autres gens qui disent non, la question qu'on a posée et où le 80% dit on veut une nouvelle constitution, c'était pour ce processus et pas pour tout l'avenir, disons. Mais finalement, on a tranché la poire et la grande majorité des forces politiques a dit non, on ne fera pas un référendum d'entrée. On part de l'hypothèse que le Chili veut une nouvelle constitution. Comment va-t-on la faire en ce cas-là? Et les expériences un peu de traumatisme qui sont un peu issus de notre récente expérience, on dit à peu près, on va la faire comme ça. On n'aura pas 155, on aura 50 membres d'une convention constitutionnelle, 50. Et sur ces 50, on aura parité. C'est déjà au Chili absolument installé l'idée de parité. Hein. On la voit partout, surtout dans la fonction publique. Et les ministères, et 50-50, 25-25, et avec des quotas des peuples originaires qui c'est différent à ce qu'on a fait dans l'autre processus. C'est une sorte de supranuméraire. Bon. Mais c'est une assemblée beaucoup plus petite, avec parité et représentation des peuples originaires. Ça d'un côté. Et d'autre côté, on a deux
instance qui n'existait pas au préalable. Il y a une instance qui c'est la commission d'expertos, les experts, c'est 24, et 12 élus par le Sénat, 12 élus par la Chambre des députés. Et ces expertos ont aussi de la main une commission technique d'admissibilité. C'est une commission technique d'admissibilité formée par 14 experts nommés par la Chambre des députés et avec l'accord par la suite du Sénat. Et les experts et la commission technique d'admissibilité vont commencer à fonctionner la première semaine du mois de mars, le 6 mars, si je ne me trompe pas, le premier lundi de mars. Et ils vont commencer à travailler le texte constitutionnel, la proposition, le projet de texte constitutionnel à partir du mois de mars et jusqu'à l'élection de l'Assemblée, qui c'est le mois de mai, si je ne me trompe pas, le 7 mai. Et ça veut dire qu'au moment où l'Assemblée démocratiquement élue va s'installer, les deux organes établis déjà vont s'intégrer et avec une proposition qui peut être bien avancée. Et c'est à ce moment-là que vraiment la discussion commence. Mais le rôle, au moins quand on lit la modification constitutionnelle pour ce projet, le rôle de l'Assemblée démocratique des 50, c'est beaucoup plus restreint. Ils doivent discuter et approuver le texte qui les est proposé par les experts et la commission technique. Ils peuvent introduire évidemment des modifications, la discussion donne un peu à tout, mais quand tu lis très littéralement le mandat, c'est un peu une chambre de révision d'un projet qui est fait par les experts. Et en plus, on a établi 12 je pense qu'ils sont, principes constitutionnels. Ça n'existait pas dans l'exercice préalable. Et c'est très intéressant de lire ces principes constitutionnels parce que c'est vraiment des principes qu'on peut dire sont de bon sens, mais qui, en termes généraux, vient recentrer beaucoup plus ce qui peut arriver en termes de propositions. Ça veut dire, si j'ose dire, ou si on peut le dire comme ça, l'exercice qui a échoué, c'est un exercice très démocratique, d'une démocratie très ample. Et en quelque sorte, on n'était pas préparé pour avoir un exercice démocratique tellement élargi, disons. Maintenant, c'est une sorte de démocratie un peu plus restreinte, avec des limites qu'on ne peut pas dépasser. Auparavant, dans le processus qui a échoué, on avait seulement 3 limites, que c'était le Chili doit rester un État, une république. Bon, personne n'avait l'idée de devenir une monarchie, mais république, et les traités internationaux qu'on a beaucoup discuté. Qu'est-ce que ça signifie en plus? Et quoi d'autre? Et aussi évidemment les arrêts du pouvoir judiciaire, une chose comme ça. Mais maintenant, on a 12 principes. Ça veut dire que c'est un procès beaucoup plus comprimé. Et à la fin de tout ce projet, vers le deuxième semestre le deuxième semestre de cette année, on fait de nouveau appel aux Chiliens, c'est ce qui le produit final le plaît ou ne plaît pas. C'est un peu ça mon résumé. Très général, pardon, mais c'est ça un peu mon résumé. Merci beaucoup. Par vote obligatoire. Et vote obligatoire, oui, évidemment. Obligatoire pour tout le monde. Donc, et merci. En fait, pardon, Pierre-Gilles, si je ne me trompe pas, on a rétabli le vote obligatoire pour toutes les élections maintenant, de nouveau, parce qu'auparavant, c'était vote obligatoire seulement pour le processus constitutionnel, maintenant, c'est pour tout. C'est revenu. Ah, OK, oui, je ne savais pas. OK, parfait. Merci, Claudio. Maintenant, pour Juan Pablo, pour rajouter sur ce que Claudio a présenté de façon magistrale. Donc, vous avez un cadre de 12 points à respecter. Je pense que ça peut se comprendre étant donné qu'il y a eu un refus et peut-être, ce dont j'ai compris, l'Assemblée constituante avait été un peu trop loin dans son énergie de réforme. Donc, mais avant ça, les 50 élus qui vont rédiger ou évaluer la Constitution vont recevoir un projet présenté et préparé par 24 experts, 12 nommés par le Sénat, 12 nommés par le Congrès.
Congrès et Sénat reconnus comme étant plus conservateurs que libéraux, donc qui probablement seront choisis ou proposeront un cadre assez, peut-être, conservateur, qui viendrait un peu à l'encontre de tout, comme le posait le docteur Ovalle, dans toute cette énergie de transformation socio-économique du Chili. Est-ce que ce n'est pas une inquiétude pour certaines personnes au Chili, si on comprend ma question? Et là-dedans, je vais vous demander, est-ce que finalement les 50 élus vont se sentir libres? Et je sais que ce n'est pas une question psychologique que je pose, il y a une partie psychologique, mais ça, on ne peut pas y répondre. Et vous avez parlé de parité. Comment on va choisir la parité cette fois-ci et quelle est la place des Premières Nations? Donc, il y a 3 questions là-dedans parce que les Premières Nations, ce n'est pas les Premières Nations chez nous, c'est les peuples originaux. Parce que je sais que vous faites une place aux peuples originaux aussi de manière très importante. Alors, si vous n'avez pas la réponse, ça va, là, mais je pose la question à Juan Pablo pour commencer et tu pourras compléter si tu veux, Claudia. D'accord. Bon, d'abord, commenter que le Parlement chilien, qui est bicaméral, un Sénat et Chambre de députés, actuellement, cette législature est assez, les forces sont assez équilibrées. Hein. C'est pas que c'est plus conservateur ou, disons, d'abord, c'est un Parlement très fragmenté. On a 21 partis qui sont représentés électoralement. Alors, ça, c'est un grand problème qu'on a. Le système électoral produit cette fragmentation croissante. Mais en termes généraux, c'est à peu près 50% pour la gauche, toute la gauche de la social-démocratie à l'extrême gauche et de l'extrême droite à la droite, au centre-droite. Alors, les spécialistes représentent la participation de leur parti. Alors, c'est un pourcentage et ils sont à peu près, c'est très équilibré. Et le système des 50 conventionnaux qui seront élus au mois de mai, il réplique le système du Sénat. Alors, c'est des régions, des grandes circonscriptions. Et aussi, on pense que ça va... Les projections indiquent que peut-être ce sera une faible majorité pour la centre-droite, je ne sais pas, 27, 23, 26, 24, quelque chose comme ça. Mais bien sûr, c'est les premières projections. Mais bon, le risque est moi, je suis optimiste parce que je pense qu'on a appris les leçons de... Le problème de la Convention, c'est qu'on a assimilé les indépendants aux partis politiques. Ça, c'était une erreur. On a permis les listes d'indépendants en égalité de conditions aux partis politiques. Alors, un parti est dans un climat où les partis politiques il y a une érosion, disons, de leur pouvoir d'articulation, de représentation. Et on offre alors à quelqu'un de se réunir avec 5 personnes, d'avoir les mêmes possibilités que le parti politique. Et bien sûr, quand ils sont élus, ces gens-là n'ont rien en commun. Et alors ça a incentivé cette fragmentation, ces identités particulières. Alors ça, dans cette élection, ne sera pas reproduit. Alors je pense que les institutions sont forcées à fonctionner et les partis politiques, au moins dans la théorie, dans le papier, auront la fonction principale d'articuler ces personnes et de trouver un texte constitutionnel. Alors, le seul risque que je vois, ce n'est pas le seul risque que je vois, mais c'est qu'on critique ce processus comme pas suffisamment démocratique. Parce qu'il y a ce groupe d'experts qui vont donner cet avant-projet. Alors, il y aura une discussion entre les élus et les non-élus. Il faudra trouver une sortie, un texte consensuel. Alors, il y a des gens qui disent déjà que ça, c'est pas démocratique, que ça va pas durer, il y aura pas assez de légitimité. Alors, la seule manière
de neutraliser ces critiques, c'est obtenir au référendum une grande majorité soutenant ce texte constitutionnel et lui donnant cette légitimité que tout le monde aspire pour pouvoir gouverner, avoir une paix sociale et politique, et un nouveau cycle politique. Alors, la question est là. Si le projet n'obtient pas une grande majorité, ou le pire des scénarios est rejeté, alors là, je ne sais pas ce qui va se passer. On rentre, disons, dans une zone inconnue. Je ne sais pas ce qu'on va faire. Bon, ça c'est comme réflexion générale. Et les peuples originaux, il faut, pour vous informer, au Chili, à peu près entre 10 et 12% de la population se considère d'un peuple originaire. Mais vraiment, et dans le projet de la Convention constitutionnelle, on distinguait, si je me rappelle bien, 11 ou 12 peuples indigènes. Mais vraiment, on peut dire que 90% de cette population, c'est les Mapuches. C'est un peuple. Et les autres, on peut dire qu'il y en a 2 vraiment qui existent. Et le reste, c'est des métis, vraiment. Une chose, c'est avoir... Il y a toujours la discussion. On se considère où on est. C'est une discussion. Parce qu'il y a des gens qui peuvent être blancs et se considèrent noirs, ou jaunes et se considèrent rouges. Mais l'autre, c'est certaines conditions de culture, etc., qu'on peut identifier une personne avec un peuple. Et alors, vraiment, la question des peuples originaires au Chili se réduit, en mon opinion, à vraiment 3 peuples. C'est les Rapa Nui, les Aymaras et Mapuche. Le reste, où ils sont très réduits, où ce sont vraiment des métis qui maintenant essaient de réinventer cette notion de peuple originaire. Et l'autre question, j'ai oublié quelle était l'autre question. Mais bon, bien sûr que le Chili a une dette avec la multiculturalité ou interculturalité. C'est quelque chose qui n'a pas été adressé constitutionnellement et qui doit l'être. Et on a beaucoup de choses à faire, mais c'est différent à ce qu'on prétendait avant de plurinational, où il y avait une autonomie ample, vraiment presque territoriale, financière, politique, pour ces zones de peuples originaires. Question, et j'ai oublié, comme j'ai dit, la troisième non, question. mais ça va, c'est très bien. Merci beaucoup, Juan Pablo. La question est, dans le processus constitutionnel, quelle est la place des peuples originaux? Bon, Peut-être Claudio veut répondre. Claudio, oui. Non, vas-y, Juan Pablo, vas-y. Non, moi j'ai déjà assez parlé. Bon, non, je dirais, en ce qui concerne les peuples originaux, on a une loi sur les peuples originaux, on a une institutionnalité qui s'appelle la CONADI, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, et on a répertorié depuis longtemps quelques peuples originaux. C'est pas seulement une question, à mon avis, au moins, du nombre, parce que, comme Pablo dit, avec beaucoup de précision, que c'est très clair, par exemple, en termes d'identité, que le peuple Rapa Nui est un peuple originaire. C'est originaux, c'est vrai. Mais ils sont très peu, enfin, ils sont très peu. Et d'autre côté, on a, par exemple, vers le nord du Chili, le peuple Atacameño, Aymar et d'autres qui sont reconnus. Et ce n'est pas, à mon avis, seulement une question de chiffres. Ce qu'on va faire, à ma connaissance, selon ce que j'ai pu comprendre de la réforme proposée, c'est qu'on fera une grande liste nationale pour les candidats des peuples originaux. Et les électeurs des peuples originaux doivent être aussi préinscrits dans un registre des Chiliens qui se sentent faisant partie des peuples originaux. C'est eux qui peuvent élire ces représentants, c'est ça. Et c'est pour cela qu'on parle d'un c'est un chiffre supranuméraire. Je pense que ça vient au-dessus de 50. Et ça, d'un côté. Et d'autre côté, en termes de principe, c'est vrai que le projet qui a été rejeté reconnaissait la plurinationalité.
Et ça a donné lieu à un grand débat, un énorme débat. Maintenant, dans les limites, dans les 12 bornes ou principes ou limites, si j'ose dire, ce sont des limites, on dit à peu près une chose comme ça que la Constitution doit reconnaître le peuple original, son identité, etc., etc., faisant partie de la nation chilienne. Ça veut dire qu'on a établi déjà d'emblée que c'est une nation. La discussion de plurinationalité s'est fermée. D'autres côtés, par exemple, et ça c'est très fort. D'autre côté, on a quelque chose qui sont établis en termes de principes. Donc, à mon avis, c'est simplement instrumental. Mais par exemple, le Sénat a eu la lucidité, et ça a été très, très, très rusé, d'établir comme principe le bicaméralisme. Ce n'est pas un principe, le bicaméralisme, à mon avis, au moins. On soutient toujours que pour des questions de tradition, pour des questions de fonctionnement qu'on est habitué à. Mais le bicaméralisme n'est pas un principe constitutionnel au même niveau qu'un État unitaire, par exemple. Mais le Sénat a pris en quelque sorte sa revanche. Le Sénat, dans les projets qui étaient rejetés, était supprimé. Et le Sénat a pris sa revanche. Et c'est pour cela que les 12 limites que vous voyez, ce sont des limites qui ont chacun leur histoire propre. Et moi, ce que j'ai en quelques sentiments en termes de principe, que à la question de Nelson, la justice, les droits sociaux ne sont pas très pressants dans les limites. Je ne sais pas comment on va développer ça dans les textes de la Constitution. Pour moi, ça c'est un grand effort, un grand défi qui auront les élus. Les experts d'abord et puis les élus. Merci beaucoup. Oui, effectivement, c'est une question que nous avons quand on le regarde de l'extérieur, tout ça. Qu'est-ce qui va arriver avec les droits socio-économiques qui ont finalement donné naissance à tout ce processus de renouveau constitutionnel. S'il y a des questions, c'est le temps, dans la salle ou à l'extérieur. Alors, je pense, Nelson, nous avons déjà des questions du grand public. Pierre-Gilles et aussi à Juan Pablo et à Claudio pour toutes les explications détaillées du processus constitutionnel au Chili, ainsi que les références à ce qu'est la place de la justice sociale dans ce processus. Les personnes en salle de classe, vous pouvez lever la main et on va vous passer le micro pour poser votre question. Alors, annoncez-nous et on va vous prêter un micro pour... alors, nous avons la première question en salle de classe. Et nous avons aussi une question ici en ligne. Je vais commencer avec la question en ligne pendant que la personne en salle de classe se prépare. Alors, la première question vient de Jeru Schneider. Il nous dit, est-ce que pour vous, l'environnement médiatique qui est très concentré, mais les réseaux de communication comme WhatsApp ont été des facteurs importants dans la juste confiance dans les processus constitutionnels? Est-ce que les fake news, les faits alternatifs ont aussi été importants dans les regards face au projet? Alors, Juan Pablo, pourriez-vous commencer? Bon, bien sûr que les réseaux sociaux, les fake news ont eu un rôle important, mais pas déterminant, en mon opinion. Des deux côtés, disons, des deux côtés qui étaient opposés au succès du projet ou qui étaient en faveur du projet. Il y a bien sûr beaucoup d'exagérations, de mensonges. C'était réviser Twitter et Facebook et tout. C'était une discussion interminable avec un tas de faits. Bon, mais je pense que les Chiliens, et je réaffirme que le Chilien a voté avec le sens commun. Il ne s'est pas laissé influencer, ça n'a pas été déterminant pour la déroute ou la défaite du projet. Peut-être ça a exagéré ou les gens ont eu peur de quelques dimensions, de quelques normes, de quelques sujets, mais je pense que les personnes ont voté avec un sens commun en disant, ça c'est, on vote à quelque chose qui est complètement inconnu, sans précédent. Nous ne voulons pas ça, nous voulons quelque chose qui soit graduel
dont nous pouvons évoluer à partir des institutions qui ont fonctionné et pas recréer de zéro tout. Oui, je dirais comme un complément que vraiment, pendant que le processus avançait et quand on connaissait de plus en plus le texte, et on a connu une tension croissante. La situation était vraiment très tendue et il y avait beaucoup de fake news, hein, de deux côtés, mais surtout du côté qui était opposé, farouchement opposé au projet. Il y avait des mensonges en termes de la propriété des fonds, des pensions, et les lieux où tu feras tes études, etc., etc. Bien classique. Mais je pense que rester à la question, je pense que rester simplement dans la réponse que c'était la campagne de fake news qui a fait chuter 40 points et l'adhésion initiale du peuple chilien vers le résultat final, c'est de ne pas être autocritique. Il faut être, si on veut vraiment tirer la leçon, on ne peut pas simplement dire il y en a eu des fake news. Il y a eu beaucoup, mais c'est beaucoup plus que ça, à mon avis. Beaucoup pour votre réponse. Nous avons ici en salle de classe une des personnes qui a écouté toute votre conférence jusqu'à maintenant avec une question. Alors, s'il vous plaît, donnez votre nom et si vous voulez apparaître en caméra, il faut venir ici. On n'entend pas, hein, on n'entend pas la question. Okay. Allez. Bon, je m'appelle Abakar Maloum, je suis un chargé de cours au niveau de l'Université d'Ottawa. Ma question est relative à la Constitution, la nécessité de la Constitution, du changement de Constitution, transformation radicale, etc. Dans le cadre de ma recherche, puisque moi j'ai fait la recherche sur la citoyenneté contemporaine, les mouvements sociaux, etc. Est-ce que, bon, dans le cadre de ma recherche sur les gilets jaunes français, j'ai constaté et également, ils ont exigé en quelque sorte une transformation radicale, la démocratie directe, etc. Et puis, dans l'analyse des données, je me suis rendu compte que, en fait, il y a une similarité de demande un peu dans les mouvements sociaux contemporains. Et que se dit souvent à ces manques manque démocratique, je dirais, et que de plus en plus de décisions qui se prennent en dehors des cadres nationaux. Est-ce que, ma question c'est que, est-ce que, selon votre perspective, selon la façon dont vous voyez sur place, est-ce que vous pensez qu'il y a cet élément-là qui est aussi dans le cadre de Chili? Dans le cas de Chili, ça c'est une de ma question. Au début, João Pablo a parlé d'une violence politique. Je n'ai pas très bien compris, est-ce que la violence politique, ça vient du mouvement social ou bien de l'État? Donc, je n'ai pas bien compris, juste je voudrais comprendre ça, si vous voulez revenir. Donc, c'est ça, c'est deux questions. Merci. Bon, alors, je peux répondre à partir de la dernière question de la violence politique. La violence politique, vous savez, bon, est toujours présente avec plus d'intensité ou moins d'intensité, mais après la dictature au Chili, où il y a eu beaucoup de violence politique, et la période antérieure, disons, le gouvernement d'Allende, où on était dans une situation où il y avait la violence pour instituer une révolution d'un secteur. Bon, après notre transition, on a reconnu qu'on ne pouvait pas continuer avec, qu'il fallait retourner à la politique, et la politique, c'est le dialogue, c'est l'art du possible. Mais
après quelques années, il y a cette tension qui est revenue et dans les générations, cette génération qui est au pouvoir actuellement, que je disais, qui a fait une connexion avec la génération des années 60, il y a un parallèle où ces deux générations avaient comme objectif une transformation importante de la société. Dans un cas, il y avait les classes sociales et dans le cas actuel, c'est les identités. Mais les deux générations incorporent la légitimité de l'utilisation de la violence en politique pour obtenir les objectifs. C'est quelque chose de légitime. Alors, et il donne comme argument que tout ce qui s'est passé au Chili n'aurait été pas possible s'il n'y aurait pas eu de violence. Parce que d'après eux, le système n'écoutait pas, ne donnait pas la possibilité d'avoir des transformations. Même si les gens votaient, ça ne changeait rien. Et que c'est la violence qui a fait effondrer ou bouger le système et a permis tous ces changements et ces transformations qui dérivent à la fin dans cette possibilité de changer la Constitution. Alors, je disais ça, que c'est un facteur qui a été réintroduit par cette génération et qui maintenant a des conséquences secondaires, qu'il y a la criminalité, il y a un tas de choses qui proviennent de cette boîte de Pandora qu'on a ouverte et où on ne sait jamais où on va terminer. Ça, c'est la réflexion de la violence. Et l'autre chose, c'est que aussi, à propos de la société civile, les mouvements sociaux, il y a un problème. Nos démocraties, la démocratie chilienne, mais en général, on le voit dans le monde, on voit que les partis politiques ont perdu beaucoup d'influence et deviennent presque des partis personnalistes qui se créent d'après une personne et après se recréent d'après une autre personne. Et alors, comme réaction opposée, d'avoir cette méfiance aux partis parce qu'ils deviennent des machines de pouvoir, la société civile forme ces mouvements qui essaient de remplacer en une certaine façon les partis politiques et pour chercher le pouvoir. Alors, on est en ce moment où on essaie de récupérer au Chili le prestige, le rôle d'articulation des partis politiques, de représentation de la société, mais qui ont un problème aussi on ne confie pas, si on regarde les enquêtes, ils ont une réputation, une très mauvaise réputation. Et par contre, les mouvements sociaux ont une meilleure réputation, on considère qu'ils représentent plus de meilleure façon les besoins de la société, mais les mouvements sociaux ne peuvent pas gouverner. Alors, on est dans ce problème où on a des partis politiques qui font la tâche, où on va terminer ce qui s'est passé dans la Convention constitutionnelle, où on a un tas de personnes qui se sentent identifiées à peu près dans quelque chose, mais ils ne sont pas capables de s'articuler. Oui, je pensais quand j'écoutais Juan Pablo comment l'opinion publique change tellement vite. Hein. Je ne sais pas s'ils sont ou non un peu manœuvrés par les sondages d'opinion, si on a des intérêts, mais en simple, quand on voit par exemple l'image de notre carabineros, de notre police, juste au moment des événements, ça veut dire le mois d'octobre, novembre 99, ils étaient vraiment dans un moment critique par la violence dans les rues et aussi par beaucoup de scandales en termes d'argent qui se sont connus à la même période, beaucoup de corruption dans le Carabineros. Mais en revanche, aujourd'hui, et avec tout le phénomène du crime commun, hein, c'est pas un délit politique, c'est le crime commun, les Carabineros sont de nouveau parmi les institutions les mieux perçues par la population. Ça change aussi tellement vite. Et en termes de la question de notre ami dans l'auditorium, je dirais que je tiens à partager l'idée de Juan Pablo en termes de discrédit de partis politiques traditionnels, l'émergence des mouvements sociaux.
l'intention des mouvements sociaux de prendre la place des partis politiques et de ce parti politique qui sait eux-mêmes, disons. Bon. Mais en tout cas, le parallèle avec le gilet jaune, c'est très difficile à faire parce que la France, par exemple, vous le disiez il fait quelques moments, est-ce qu'on a un transfert de compétences? Nous, on n'a pas Bruxelles. Nous, on n'a pas Bruxelles. On prend nos décisions dedans. Et nous, on n'a pas non plus un État social des droits tellement musclé comme c'est la France. Je pense que le gilet jaune, c'est un phénomène beaucoup plus européen que ce qu'on pourrait voir ici au Chili. C'est différent. Merci. Nous avons ici de plus de questions en ligne et en salle de classe. Alors, l'antérieure question, c'était en salle de classe. On va poser une question en ligne et on revient après en salle de classe. En ligne, nous avons Isaac Nahot Serfeiti. Il nous pose la question suivante. J'ai l'impression que l'objectif d'une certaine gauche radicale au Chili est de créer un processus constituant permanent. J'aimerais connaître le point de vue des professeurs chiliens sur ce point. Est-ce que véritablement il y a un processus constituant permanent depuis 2019 et que possiblement va s'élargir encore pendant longtemps ou ça va se résoudre rapidement? Claudio. Dale, yo te hago la comparsa después. Bon, bien sûr, je pense que comme Claudio l'a dit auparavant, le gouvernement actuel qui a deux coalitions, mais que son l'âme du président est dans la gauche plus radicale. Son programme de gouvernement était l'approbation de la Constitution. Alors, on a eu 6 mois de rien dans le gouvernement, ou 8 mois de rien, et pour après essayer de commencer à gouverner. Et alors, ça reflète, ce que je veux dire, ça reflète dans un secteur l'illusion que à partir d'une transformation constitutionnelle, on peut faire de transformations profondes dans la société. Et ça vient ça vient une partie de l'idéologie, ça vient de notre manière d'être éduqué. On croit que la loi a un pouvoir de transformation qui va au-delà de ce que vraiment elle peut faire. Et alors, je reviens aussi à ce que je disais. Si le projet constitutionnel qu'on va rédiger maintenant n'obtient pas une majorité importante, ces secteurs-là vont dire, vous voyez, elle n'a pas été un exercice démocratique, il faut avoir une nouvelle constitution et ça risque d'empoisonner le débat et de créer cette sensation de n'arriver à rien et de ne pouvoir pas développer l'économie, de pouvoir pas discuter en permanence avec un projet, une constitution déjà légitime, etc. Alors, c'est un risque, mais j'espère qu'on n'arrivera pas là. Oui, je pense que c'est sûr qu'il y en a beaucoup de secteurs, et pas seulement à gauche, aussi à droite, qui veulent avoir une réforme constitutionnelle permanente ou un débat constitutionnel permanent. Ça fait partie de différentes approches. Mais je pense que ce qui va s'imposer, et c'est parmi les autres acquis après le procès, c'est aller vers une constitution qui soit courte, bien courte, mais avec tous les principes nécessaires dedans, et puis donner au débat politique dans le Parlement, aux décisions judiciaires dans nos tribunaux et au débat public dans les rues, disons, la possibilité de donner chair aux principes inscrits et aux règles inscrites dans la Constitution. Une Constitution courte, non pas nécessairement obscure, comme disait Bonaparte, étant premier consul, disait, bon, il aimait beaucoup son code civil, mais il disait, une constitution doit être courte et obscure. J'espère que la nôtre sera courte et claire. Mais je pense que le débat politique est revenu en soulignant précisément ça. Par exemple, la discussion sur l'avortement. Est-ce que c'est une bonne idée d'avoir l'avortement dans la Constitution
parce que ça va donner déjà un grand clivage parmi les gens qui vont rejeter la Constitution simplement parce qu'ils nomment l'avortement, n'est-ce pas? Mais déjà, les acteurs politiques, le député, les sénateurs disent, on a beaucoup d'exemples dans des démocraties développées et poussées qui laissent le développement de l'avortement à la loi. Et dans la Constitution, on inscrit la liberté, les droits sexuels et reproductifs des femmes, etc., etc. Et à partir de ces principes, on peut par la suite, et à travers le débat politique quotidien qui se tient au Parlement, par exemple, faire tous ces nouveaux droits ou changements de droit à travers la loi. Je pense que ça, on va y aller un peu vers ce sens-là. J'espère. Je pense que c'est beaucoup plus judicieux donner ça au débat quotidien dans le Parlement, aux lois, aux réformes, aux abrogations, que avoir une très longue constitution, parce que si on a une très longue constitution, on risque en ce cas-là, évidemment, qu'il soit permanemment en discussion. Si on a une constitution très longue, on la discute toujours. Merci, merci beaucoup. Nous avons ici en salle de classe une autre question. Alors, notre Bonsoir, je m'appelle Vinicius, je suis du Brésil. Donc, quand on regarde l'Amérique latine, on peut voir qu'il y a eu beaucoup de constitutions récemment. C'est le mouvement que nous appelons les nouveaux constitutionnalistes latino-américains. Et donc, dans ce cadre-là, la discussion, par exemple, de la plurinationalité a eu de place en Bolivie, par exemple. Est-ce que vous pensez dans cette question-là, spécifiquement, il y a une évaluation par les Chiliens de ce qui s'est passé en Bolivie et dans ce mouvement constitutionnel plus récent dans l'Amérique latine? Et c'était comme il refuse aussi, est-ce qu'il refuse aussi ce mouvement en général? Est-ce que les Chiliens pensent et font une évaluation des mouvements constitutionnels, l'histoire constitutionnelle latino-américaine aussi, et par exemple sur la question de la nationalité en Bolivie, ils pensent que ce n'était pas une bonne idée ou non? C'était une question spécifiquement nationale, locale du Chili. Est-ce qu'ils regardent l'Amérique latine ou pas? Claudio, ahora te toca a ti. Bon, je vais commencer en essayant une réponse et après Juan Pablo viendra en mon secours. Voyons, je pense que le cas de Bolivie, c'est très emblématique en termes de plurinationalité, mais parce qu'il a aussi ses particularités. La Bolivie a une très, très, très majoritaire partie de sa population qui est issue du peuple, n'est-ce pas, des peuples originaires. C'est différent au cas chilien, c'est très différent. La Bolivie a aussi le fait du bilinguisme ou trilinguisme. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui parlent le quechua et c'est seulement le quechua sa langue de communication permanente. C'est une réalité beaucoup plus pressante que l'espagnol, n'est-ce pas? Au Chili, notre problème, comme l'a dit, enfin, notre problème entre guillemets, notre réalité, notre situation se réduit surtout à la zone de l'Araucanía où est le peuple mapuche. Le peuple mapuche, jusqu'à fait quelques années, c'était un peuple très, très métissé, qui venait à Santiago ou dans Temuco, dans des différentes villes qui allaient vers le métissage. Mais il restait les communautés, surtout rurales, dans la zone vers la Cordillère ou vers la mer de l'Araucanía. Et c'est ces communautés qui se sont en quelque sorte radicalisées et ont commencé à demander ces droits d'autonomie, une autonomie croissante. On dit beaucoup que cela vient aussi d'un phénomène, d'une proposition idéologique issue de la Bolivie avec Álvaro García Linera, n'est-ce pas? Le projet de García Linera qui venait reconnaître la plurinationalité dans la constitution bolivienne, mais aussi c'était un projet politique qui était associé de la main. Nous, on regarde un peu nous, en tant que, si je peux me permettre, experts, on regarde un peu les différentes réalités constitutionnelles du continent, mais notre processus, c'est plutôt loin des constitutions et des démocraties de l'Amérique centrale, même du monde andin
qui ont des composants de peuples originaux beaucoup plus poussés, beaucoup plus grands que le Chili. Pour nous, vraiment, le sujet de la plurinationalité n'était pas un sujet, sauf dans des débats académiciens ou dans le monde politique, mais pour élargir un peu le droit d'autonomie, mais non d'indépendance qu'avaient nos peuples originaux. Mais on l'a présenté dans le projet échoué comme une demande beaucoup plus poussée, et la majorité du peuple chilien dit non. Ça, c'est parmi les points les plus durs ou le point le plus clair pourquoi le projet a été rejeté. C'était le phénomène de la plurinationalité. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Juan Pablo. Oui, ajouter que quand Claudio disait, oui, elle a été rejetée dans toutes les communes de population majoritaire de peuples originaires, la Constitution a été rejetée. Il y a une commune dans la Araucanía qui a 75% de population mapuche et majoritairement, elle a rejeté le projet constitutionnel. Alors, il y a une question de... Est-ce qu'il y a une explication pour ça, Juan Pablo? Non, je n'ai pas d'explication parce que je ne suis pas d'un peuple originaire, mais je pense, c'est une théorie, je pense que les gens qui les représentaient, c'est ce qui se passe en général quand il y a une élite qui n'est pas connectée avec son peuple ou les gens qui représentent. Les gens qui étaient dans la Constitution, c'était dans la Convention, 17 représentants des peuples originaux. Ces personnes-là, probablement, étaient citadins, ne provenaient pas des communautés rurales, alors avaient un discours idéologique globalisant qui ne communiait pas avec ce que les gens voulaient dans la campagne ou ce qu'ils voulaient en matière d'éducation, en matière économique. Ils allaient peut-être dans un tas de droits ou de théories à qui ces gens-là n'apportaient pas. Et ces gens veulent une meilleure situation, pouvoir avoir une meilleure éducation, un meilleur travail, se sentir dignes, pouvoir peut-être avoir leur éducation. Mais c'était du côté de leurs représentants, ils voulaient avoir une espèce de république indépendante au sein du Chili. C'est ce qu'ils voulaient, avec l'autonomie financière, pouvoir avoir leur propre éducation, leur système de justice, même des relations internationales. Alors, c'était vraiment un pays dans un pays. Avec la réalité que Claudia a dit, que nous avons un 10 ou 12% de population qui est très métissée en comparaison avec ce qu'on peut dire de la Bolivie ou de l'Équateur. L'Équateur a une population aussi originaire importante, moins qu'en Bolivie, mais c'est 30% ou 25%. Et alors, je pense que ce qui s'est passé, c'est ça, que vraiment, ces personnes ne sont pas senties représentées parce qu'on voulait comme projet pour eux, pour elles. Mais ça va, si je peux me permettre, ça va rester l'un de nos grands problèmes, de nos grands défis, non seulement en termes constitutionnels, en termes de projet national, comment vraiment on invite nos peuples originaux à enrichir l'identité nationale, à retrouver sa dignité, à récupérer ses langues, à vivre dans de meilleures conditions, mais aussi à vivre dans des mondes, des modèles qui ne sont pas forcément le modèle occidental. C'est ça aussi. Mais ça, c'est un défi vraiment très grand, mais c'est un défi qui seulement pas enrichir notre débat national. On avait deux manières, grosso modo, deux manières de prendre ce débat. L'une, c'est d'aller au-delà, donner plus d'autonomie, plus de liberté, plus d'argent, presque faire une république indépendante dans le monde mapuche, par exemple. Et l'autre, c'est essayer de renforcer le concept de nation chilienne en intégrant l'héritage culturel et la cosmovision de nos peuples. Je pense qu'aujourd'hui, et ça c'est un très bon exercice, on a pris conscience, nous, Chiliens tous, de l'importance d'intégrer nos peuples originaux. Merci beaucoup pour la réponse. Et nous avons maintenant un message.
Si je Allez, peux oui. ajouter simplement une petite oui. chose à ce qu'a dit Claude, parce que je coïncide pleinement, c'est que un problème, je pense, qui complique la situation au Chili, c'est que nous n'avons pas une identité qui soit évidente et partagée par tout le monde. Et en même temps, la politique des dernières années, de la dernière décennie peut-être, s'appuie sur la différenciation des identités particulières. Au lieu de renforcer ce qui est commun, elle travaille les identités particulières. Alors ça contribue à la fragmentation, à la difficulté à trouver un accord parce que il y a le monde de la gauche, le monde de la droite, le monde rural, le monde indigène. Où est le terrain commun? Et alors, ce qu'il faut faire, c'est trouver ce terrain commun. C'est le grand défi de se sentir. On peut être chilien et mapuche. On peut être n'importe quoi, mais chilien en premier lieu. Alors là, il y a quelque chose, quand on demande aux personnes comment ils se définissent comme chiliens, on donne des réponses comme le paysage, la nourriture, mais on ne peut pas soutenir une identité avec des faits externes comme ça. Alors, il y a un thème là aussi. Pour l'éclaircissement regardant tous ces éléments d'identité culturelle. Nous avons maintenant le message de notre directeur par intérim du Centre de recherche sur l'enseignement des droits de la personne, professeur Jabour Fatali, qui d'abord vous dit merci aux deux invités pour avoir participé au panel. Et il est un expert en droit constitutionnel comparé. Il dirige un ouvrage dans lequel se comparent les droits constitutionnels de différents pays à travers le monde que vous pouvez consulter sur JuriGlobe, un site web à l'Université d'Ottawa, qui possiblement serait une bonne illustration pour les experts chiliens qui vont maintenant prendre la relève dans le processus constitutionnel. Mais il nous rappelle aussi que c'était échec dans lequel un pays a une première constitution après une deuxième. Ce n'est pas seulement une affaire du Chili, il nous dit que ça passe ailleurs dans le monde aussi. On n'a pas le temps maintenant de parler de tous ces détails, mais la question qu'il nous pose de manière précise, c'est est-ce que si les rédacteurs et les défenseurs de cette nouvelle question se sont inspirés procesos actores chiliens. Pardon Nelson, moi au moins, j'ai très mal écouté la question, c'était coupé le signal. Si tu peux répéter. Oui. Ok. Je peux la lire ici. Finalement, je me reprends avec ma voix radiophonique là, en ce moment. Si les rédacteurs et les défenseurs de cette nouvelle question se sont inspirés ou étudiés des expériences étrangères, c'est un peu la question de Vinicius tout à l'heure aussi pour l'interaméricanisme, mais est-ce que vous avez utilisé des influences étrangères ou des influences des agences onusiennes dans ce processus? Êtes-vous au courant? Et bon, je rajouterais, est-ce que vous pensez que le prochain exercice va aller puiser aussi à l'étranger? J'imagine que les experts vont le faire, mais enfin, c'est la question. Est-ce qu'elle est claire, la question? D'accord. À vous. Oui, elle est claire. Je pense, je vais démarrer, Juan Pablo. Hein? Pardon. Et je pense que on verra, mais quand on voit maintenant qui va rédiger le premier ébauche de notre Constitution sera rédigé par des experts. Et quand on voit les experts soit le comité d'admissibilité et les experts sont des gens qui ont vraiment ils ne sont pas tous avocats ni juristes, mais la grande majorité, ce sont des avocats et juristes. Ils ont fait des études à l'étranger, ils ont un rapport quotidien avec le droit constitutionnel comparé. Et c'est pour cela, je pense qu'on va reprendre les meilleures pratiques. Il y en a beaucoup de questions qui restent ouvertes, par exemple, en termes constitutionnels. Est-ce qu'il sera mieux avoir un juge constitutionnel unique, comme c'est notre actuel tribunal constitutionnel, ou il serait mieux donner ça à la Cour suprême? Bon, tous ces débats viendront, mais je pense qu'en termes d'expérience comparée,
des meilleures pratiques, etc. Les experts sont là précisément pour faire ça, pour élargir un peu qu'il ne s'agit pas simplement de l'imagination et des bonnes intuitions et des élus, c'est très bien, mais aussi avec un peu plus de connaissances, d'expérience, d'histoire constitutionnelle. C'est ça, je pense, le rôle des experts, mettre notre projet avec notre identité dans un contexte plus global. Si, de mon côté, je pense que, bon, une inspiration de l'antérieur projet, on l'a dit, venait pour un secteur de la Bolivie et de l'Équateur, que ces deux constitutions sont très similaires dans plurinationalité, beaucoup de droits, très longues. Alors, il y avait une inspiration et il faut le dire, comme l'a dit Claudio García Linera, le vice-président de Bolivie, avait un projet avec Evo Morales de fortifier les identités des peuples originaires pour pouvoir avoir une influence dans la région. Maintenant, et aussi le caractère principal du projet antérieur, c'était une constitution étatiste. Disons, le rôle de l'État était absolu, très peu de références au monde privé, à la société civile, c'était tout l'État, l'État, l'État. Je pense qu'après ce qui s'est passé, ce rejet, disons, massif, je pense qu'il y a un consensus qu'il faut trouver quelque chose de neutre, se concentrer, minimaliste plutôt, se concentrer au fonctionnement des institutions, le Parlement, les tribunaux, et la Banque centrale, etc. Et laisser tout ce qui est les valeurs plutôt dans cette zone, disons, non écrite. Peut-être pour l'interprétation des tribunaux, je pense que la sortie est par là. Et moi, personnellement, je pense que la Constitution doit réguler le pouvoir et n'a pas à dire, bien sûr, il y a la valeur de la liberté et de la démocratie, mais entrer dans un détail de valeurs, je pense que ce n'est pas le propos d'une Constitution. Et il faut le laisser à l'exercice de la société et des bords, disons, clairs pour pouvoir les défendre. Alors, je pense qu'on va aller plutôt par là et les experts probablement vont aider à ce type de projet. Comme quoi la Constitution est au Canada, oui. Nous avons un concept qui est cet arbre qui est en constante croissance, qui représente la Constitution. Mais il y a aussi ce principe du précédent qui nous habite toujours. Donc, les décisions de la Cour suprême, un peu comme une convention de la conventionnalité de la Cour interaméricaine, mais avec beaucoup plus d'obligations. Je ne pose pas vraiment la question, mais c'est toujours une question qui me revient quand je vais en Amérique latine. Le précédent des cours suprêmes est très important. Bon, dans votre cas, ce n'est pas seulement la Cour suprême, c'est le tribunal constitutionnel face à l'interprétation. Naturellement, la Constitution présente donnait la possibilité d'interpréter un peu sur le côté de la vie privée plutôt que la vie publique. Il y avait les deux possibilités dans plusieurs des cas, au niveau de l'éducation, au niveau de la santé, au niveau de la propriété privée, etc. Et je pense que c'est face à ça que vous avez un défi, un grand défi. Mais cette idée-là, je pense qu'elle est importante, cette idée de l'interprétation, donc, vous venez de mentionner, et nous, on l'appelle l'arbre qui croît dans son interprétation. Alors, on a une autre question, juste un peu un commentaire. Vas-y, Nelson. Nous avons une question en ligne. Jeru Snyder, encore une fois, et il nous pose la question suivante. Pouvons-nous nous dire qu'un manque de confiance envers les Chiliennes comme étant celles au cours de la rédaction du projet constitutionnel a été un élément de perte de confiance sur le projet final, dans le projet rejeté? Une deuxième question, est-ce que l'on peut dire que
c'est par rapport ou par intégration de discours élitistes dans la société civile ou par manque de confiance en elle-même que le Chili n'a pas sauté dans ce projet très nouveau et expérimental? Bon, si j'ai bien compris, pour la première partie de la question, je pense que oui, c'est vrai que quand les élus arrivaient au bâtiment où ils siégeaient, déguisés en dinosaures, et quand ils faisaient un peu le cirque, mais bon. Et je ne sais pas si les médias ont exploité ce côté-là, mais d'autre part, c'est le rôle des médias, montrer les choses qui sont des nouvelles, n'est-ce pas? Et ça a été un peu un abus de la part des gens qui étaient toujours exclus. Il faut le regarder comme ça, qui se sentaient toujours exclus, dire maintenant c'est notre fête, c'est la fête de la démocratie. Ici, à cette assemblée, peut entrer un dinosaure. Bon. Mais ce côté-là, je pense que progressivement, a fait aussi perdre un peu la confiance et l'attachement de l'électorat. Et la Constitution était très longue, un peu contradictoire, avec beaucoup d'éléments nouveaux dans notre tradition, mal expliqués aux gens, etc., etc. Mais en plus, dès que les médias ont commencé, mais aussi par l'intention de la propre convention, ont commencé à connaître le fonctionnement quotidien et les cas des quelques conventionnels qui ont été vraiment très, très négatifs, comme par exemple Rojas Vade, que c'était quelqu'un qui s'est fait élire surtout en faisant campagne contre la santé privée, parce qu'il était soi-disant malade de cancer, et il n'avait pas un sou pour payer son traitement, etc. Et par la suite, on a découvert que tout était faux. Bon, ce type de choses, on fait, je pense, on fait beaucoup du mal. Mais ça n'empêche que le produit final, c'est le produit qui a été rejeté. Ça, c'est un peu mon approche. Si, moi, quelques commentaires. Moi, personnellement, je pense que le Chili a évité l'abîme par quelques centimètres. Franchement, je pense que si le projet constitutionnel aurait été approuvé, la dynamique politique créée à partir de ça nous aurait conduit à quelque chose, on ne sait pas. Dans les normes transitoires de la Constitution, par exemple, les chefs de services publics pouvaient adapter toutes les dispositions administratives de leur service immédiatement, sans contrôle légal, disons, pas de loi, pas besoin de loi. Alors, c'était une fuite en avant, et il y avait un climat de radicalisation qui se serait rétroalimenté, parce que si les gens auraient approuvé quelque chose qui est disons, de vanguarde, alors allons comme gouvernement faire tout ce qu'on veut. Par exemple, des usurpations de terres, etc. Alors, je pense vraiment que, je reviens à la journée électorale. Moi, personnellement, je suis allé dans une commune populaire pour surveiller le procès électoral. Et ce qui m'a impressionné, c'était la quantité de personnes qui sont allées voter. C'est impressionnant. Dans toutes les tables de vote où j'ai été, c'était 90% de personnes qui ont voté. Et ça ne se passait pas depuis au moins 10 ans. Alors moi, j'ai dit quelque chose va se passer. Je ne savais pas le résultat, je ne savais pas qui allait gagner, mais quelque chose de grand va se passer ici. Et je sens que la population, l'âme du Chili a parlé. Le sens commun s'est imposé de dire nous voulons évoluer, changer, mais pas radicalement. Alors ça, c'est le grand message et j'espère que la classe politique l'a assimilé et qu'on pourra avoir quelque chose vraiment de graduel dont on pourra progresser, mais sans changer de tout de 180 degrés. Merci beaucoup.
Dernière question, parce qu'il reste... Oui, pardon, Nelson, je peux rajouter une petite Vas-y, Claudio. commentaire. Et en termes de élitisation, qui était l'autre partie de la question, je pense que le projet actuel n'est pas nécessairement élitiste. C'est un projet qui revient un peu très usagé, très un peu mal entretenu, mais qui revient le pouvoir aux partis politiques classiques. Et les partis politiques ont élu les experts, les membres du comité d'admissibilité, et par la suite, les listes de 50 candidats, ils vont très certainement être aussi gérés par les partis politiques. Au Chili, ce n'est pas non plus les partis politiques classiques, hein, c'est un éventail, on a de nouveaux partis. Et c'est pour ça que je ne dirais pas que c'est un projet élitiste, mais c'est un projet qui est beaucoup plus sous contrôle que l'exercice passé. Vraiment, l'exercice passé a un côté un peu je vais être bien respectueux, mais un peu de carnaval. C'est la fête des exclus permanents. Mais à la fin, le juge, c'est le peuple chilien, l'électeur, qui n'a pas bien jugé le résultat de cette possibilité de tout faire, disons. Maintenant, le projet, à mon avis, ce n'est pas élitiste, mais c'est un projet, un processus constitutionnel un peu plus, c'est bien classique, hein, c'est beaucoup plus classique que ce qu'on a connu auparavant. La dernière question, c'est une personne participant en ligne, Michel Jacquard. Il pose la question suivante. Ne pensez-vous pas que la nécessité urgente de défense de l'environnement et de la réalisation d'un droit environnemental sain via une économie désormais écologique pourrait être les moyens plus réalistes et efficaces pour unir les Chiliens et le peuple fondateur, pour l'adoption d'une nouvelle constitution qui intégrera les droits économiques, sociaux et culturels, ainsi que les droits régionaux interaméricains des droits de l'homme tels que contenus dans le protocole de San Salvador? Finalement, la question est l'environnement. Est-ce que vous ne croyez pas que la question est urgente au niveau pour la défense de l'environnement et la réalisation de ce droit-là, y compris pour le peuple mapuche? Est-ce que vous avez compris la question? Oui, je démarre. Démarre, Claudio. Écoutez, bon, évidemment, on est dans un contexte où l'environnement est un sujet pas tout à fait nouveau, mais qui est urgent. Il faut reconnaître que pour le président Piñera, je pense qu'il a été très dur. Vers la fin de l'année 2019, il y avait 2 grands sommets à Santiago qui ont dû être annulés. Il y avait la COP 21, aurait dû avoir lieu à Santiago, et une grande réunion des économies de l'Asie-Pacifique, c'est ASEAN, si je ne me trompe pas, c'était l'ASEAN, et on a dû annuler les 2. Du point de vue de l'environnement, c'est évident que dans la nouvelle constitution qui a été rejetée, on avait quelques droits de l'environnement beaucoup plus poussés de ce qu'on a maintenant dans notre constitution. Et je pense que c'est un sujet qui n'est pas seulement à la mode, c'est un sujet évident. Le Chili est plutôt, ce gouvernement et les autres gouvernements de différents signes politiques, axés dans les objectifs du développement soutenable de l'ONU. Mais en même temps, c'est vrai que notre pays a besoin d'un développement économique pour pouvoir, disons, et aussi donner des meilleures conditions de vie à notre peuple. C'est un débat classique, ce n'est pas rien de nouveau, c'est classique, mais maintenant, je pense que l'environnement sera beaucoup plus sujet, beaucoup plus pressant dans notre texte, mais aussi dans notre pratique. Hein. On vient de voir, cette semaine qui vient de passer, un grand projet minéral dans le Nord qui a été rejeté par le président Boric dans une décision qui devrait être technique, mais qui était une décision politique. Enfin, quand le président Boric a assuré le pouvoir, il a dit, vis-à-vis du projet Dominga, que par la suite il a dû résoudre, il a dit, par exemple, le projet Dominga, c'est inacceptable. Une chose comme ça,
de ce gouvernement-là. C'est un gouvernement bien à gauche, on peut s'attendre, mais je pense qu'aussi ça va s'inscrire dans la Constitution qui vient. Quelques réflexions finales. Bien sûr que l'environnement et la nature sont fondamentales. Le cas du Chili, c'est un des pays les plus affectés par le changement du climat. On a une sécheresse. La moitié du territoire est en voie de sécheresse chronique. Santiago, cette année, on aurait dû commencer à rationner l'eau. Heureusement, il a plu un peu plus, mais on ne sait pas l'année prochaine. Alors, bien sûr que c'est quelque chose qui doit nous réunir pour une cause commune, n'importe quel gouvernement, n'importe quel signe. Le défi qu'on a, et je crois que c'est sortir du monde des émotions et de la politique et renforcer la technique. Parce que s'il y a un projet économique, il faut l'évaluer techniquement. Si vraiment il fait du mal à l'environnement, ou comment compenser, tout ça, on peut le résoudre d'une manière, disons, technique, non politique. Alors, je pense que le défi de l'institutionnalité, c'est ça. C'est pas laisser à des instances politiques une résolution d'un thème qui peut, le cas qu'a mentionné Claudio, pendant 10 ans, ils avaient fait toutes les procédures, ils avaient ils respectaient tout ce qu'on leur avait demandé. Et c'est arrivé à une instance politique et on leur a dit que non, disons de tout bien faire, disons d'essayer de tout bien faire. Je n'ai pas une position personnelle dans ce projet, mais je pense que si on veut vraiment respecter la nature et en même temps intégrer des communautés plus pauvres et leur donner la possibilité de travail, bon, il faut être strict, mais avec des règles claires et qu'on puisse évaluer techniquement. Merci. Gracias, Juan Pablo, Claudio. C'était excellent. Beaucoup de matière à réflexion. On ne m'entend pas, mais c'était excellent. Beaucoup de matière à réflexion. Le monde vous regarde. Vous êtes des exemples. Encore une fois, le laboratoire chilien est présent. Je sais que c'est lourd, mais vous l'assumez très bien. Et moi, de mon côté, je vous souhaite plus que de la chance, mais éxito, succès. Vous êtes un grand peuple démocratique. Continuez à l'être. On est derrière vous. On est avec vous de tout cœur. Merci de nous avoir expliqué, d'avoir pris 2 heures. Je sais qu'il y a 2 heures de plus au Chili. Alors, il est très tard pour vous. Et je le sais que vous l'avez fait avec une grande générosité. Je remercie aussi les gens de l'extérieur qui sont venus virtuellement 2 heures et les étudiants ici en classe. Merci beaucoup pour votre courage aussi, malgré la tempête de neige. Mais vous, malgré vos 30 degrés Celsius, pas à cette heure-ci probablement. Mais effectivement, le Chili a été un laboratoire, probablement un laboratoire néolibéral. Il y a eu des transitions, comme vous l'avez expliqué. Il y a eu beaucoup de modifications. Vous avez eu une plateforme intéressante, très libérale d'une assemblée constituante. Vous avez eu le courage ou la réaction de dire non, mais pas non à un changement. Et vous êtes encore dans un processus de réforme. Après vous avoir écouté, on voit qu'il y a beaucoup d'éléments importants qui sont sur la table à dessin et on vous regarde et on vous appuie énormément. Muchísimas gracias para todo. Une bonne main d'applaudissement de notre public, s'il vous plaît. Et hasta la próxima. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup. Merci à vous, merci infiniment. Ciao.